Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de On parle auto. Vous êtes en notre compagnie jusqu'à midi. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour dame Laurence, bonjour à tous et happy birthday to you, happy birthday to you. Et oui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est l'anniversaire de dame Laurence qui fête ses 30 ans. Et c'est elle qui l'a dit de radio. De radio. Alors pas tout à fait 30 ans de radio, je suis à 24 ans de radio. Exactement. 24 ans. Ouais. Vous avez commencé, vous aviez 10 ans alors. À peu près, c'est ça, les enfants de la radio avec Laurence Perrault. J'annonce à tout le monde que Jean-Luc Moreau est un super bonhomme, trop gentil, trop mignon, trop bienveillant. Merci, je prends vos bisous. Alors vous pouvez me souhaiter mon anniversaire toute la journée si vous le voulez évidemment et sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez envoyer vos chèques à Jean-Luc Moreau qui les remettra après à Laurence Perrault, il n'y a absolument aucun problème. En tout cas, on va pas parler que de moi, même si j'avoue que ça ne me déplaît pas. Mais non, c'est pas le but du jeu. On va, Jean-Marie nous annoncer en disant qu'on allait démonter une fake news. Restez bien avec nous parce qu'on va commencer fake news, tout de suite. Oui, des fake news à propos du contrôle technique qu'on lit. Oui, qu'on lit un peu partout sur Internet, c'est ce que je pense des réseaux sociaux sur Internet. Après, on parlera de voitures et d'environnement. Et vous savez que les batteries sont comme les chats, elles ont plusieurs vies. Ah, on aime bien ça. Donc on vous expliquera quelle vie elles peuvent avoir. Coup de cœur de votre part sur l'essai auto. Alors l'essai de la semaine, c'est pas un SUV, c'est pas une voiture électrique. On adore. Moi c'est ma bagnole, enfin c'est presque ma voiture. Ça change un peu, c'est la BMW. Alors 120, il n'y a plus de i derrière, je vous explique pourquoi tout à l'heure. Et puis, on parlera pneumatique, puisque l'actu cette semaine, c'était la fermeture de 2 usines Michelin. On essaiera, au-delà de cette actualité pure et du licenciement de plus de 1000 personnes, on essaiera de comprendre pourquoi Michelin ferme des usines. Mais il n'y a pas que Michelin. Il y a beaucoup de manufacturiers qui ferment des usines en France. Et en Europe. Mais il y en a, ça fait 7 usines qui ferment les unes après les autres. Donc il faut se poser la question, pourquoi ? Et puis on va parler aussi, on va rêver, puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, 9 millions de dollars. Ouais, pour une Mercedes 300 SL, encore en plus mauvais état que la voiture de Jean-Marie Bordry. Donc une vraie épave vendue 9 millions. Alors, est-ce que la voiture de Jean-Marie vaudrait plus de même 9 euros ? Je suis pas sûr. On verra ça tout à l'heure. C'était une vente aux enchères RM Sotheby's. Ça sera dans la rubrique classique. Et puis, on ira après. Oui, mais arrêtez de me faire rire. Voilà. Arrêtez, parce qu'il y a un auditeur qui aime pas quand je rigole. Oui. Après, on ira à Epoch Auto à Lyon, puisque c'est l'actualité du jour. Un salon dédié aux véhicules anciens. Un salon qui prend de l'importance tous les ans. Donc, on ira vous faire un petit tour virtuel de salon. De nouveau un très très beau programme et puis surtout 2 heures de bonheur à passer tous ensemble. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous rejoignez aussi sur le 0826 300 300 et Nadjet vous accueille pour poser vos questions, pour nous retrouver évidemment. Et puis vous pouvez aussi nous écrire je participe @sudradio.fr par mail directement en mettant on parle auto dans l'objet et vos coordonnées et votre question ou directement en remplissant un programme, enfin un mail sur le site de sudradio.fr. Allez, c'est parti. On va tout simplement casser un peu la tête, pour être poli, à certaines idées fausses sur le contrôle technique. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, on va accueillir Laurent Palmier qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et bon anniversaire Laurence. C'est trop mignon. PDG du réseau Sécurité Est Groupe SGS, vous êtes leader entre autres du contrôle technique voilà. Donc autant s'adresser au bon Dieu plutôt au bon Dieu qu'à ses saints. Pourtant vous aimez bien vous le... Pardon. Oui, mais la fête des saints, c'était la semaine dernière. Voilà. Donc cette semaine, voilà, on parle contrôle technique avec Laurent Palmier. Il y a sur Internet, qui a été repris en fait même par la presse régionale, un peu par tout le monde. On vous dit attention, à partir du 1er janvier 2025, il y a des gros changements au contrôle technique. Ça va être sévérisé, ça va être beaucoup plus dur. On vous dit pas quel changement évidemment pour vous inciter à cliquer. Bon, dans la vérité, quand on pose la question à Laurent, qu'est-ce qui va changer au 1er janvier ? On est d'accord, ça tient en un mot de 4 lettres.
Rien du tout. Parce qu'on fait un Scrabble maintenant. Oui. Donc on a entendu parler de la détection, de la désactivation de l'AdBlue. L'AdBlue, c'est ce qui permet de diminuer les NOx sur les diesels. Ça, c'est fake news, on est d'accord, à 100%. Aucun changement sur le contrôle des émissions polluantes au mois de janvier. On pense que cette info était largement mélangée avec le fait que on doit remonter des données à l'Union européenne sur la consommation des véhicules qui ont été immatriculés à compter du 1er janvier 2021. Alors évidemment, 1er janvier 2021 plus 4 ans, ça nous amène à cette fameuse date de janvier 2025. Mais c'est une donnée qui est enregistrée par les calculateurs, c'est-à-dire consommation depuis la mise à la route en rapport avec le kilométrage parcouru. Mais ça n'a rien à voir avec le contrôle des émissions polluantes. Alors ça, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, Laurent. Ça veut dire que l'Europe va vérifier la consommation réelle des véhicules par l'intermédiaire du contrôle technique, j'imagine en particulier sur certains véhicules qui sont les hybrides rechargeables, pour savoir en gros si les gens les branchent ou pas. Oui, je pense que c'est lié à ça. Alors, il vérifie aussi le tout électrique. C'est-à-dire qu'il collecte les données de ce qui concerne les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules qui utilisent des carburants fossiles. Mais ils vont savoir identifier effectivement l'usage et pas uniquement la théorie de ce qui a été mis en œuvre depuis quelques années. D'accord. Il va y avoir quand même quelques modifications dans le contrôle technique, mais pas des voitures. Pour les deux roues, c'est à partir du mois d'avril, c'est ça qu'il y a une évolution ? Ce sera le 1er mars. 1er mars. Sonomètre, vous penserez à moi, Laurent, c'est mon anniversaire le 1er mars. Ah, très bien. Vous êtes un poisson ? Ah non, oui. Ah oui, c'est ça. Et donc, 1er mars 2025, arrivée du contrôle des émissions sonores pour les deux roues, pour les motos, pour les scooters, enfin pour tous les véhicules que l'on contrôle depuis avril dernier. D'accord, je peux poser une question à ce sujet parce que je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour ceux qui s'amusent à un petit peu trafiquer des sons des motos et des scooters qui peuvent être très gênants la nuit ou dans certaines zones, surtout au printemps. Mais sincèrement, on peut passer correctement au contrôle et le rechanger derrière. Est-ce que c'est oui. Vous voyez ? Est-ce que c'est vraiment... C'est vrai dans le contrôle depuis longtemps. Les gens qui ont envie de passer à côté peuvent modifier des véhicules et puis nous les présenter et puis repartir différemment. Mais le contrôle, il est aussi beaucoup fait dans le champ de la transaction, là, pour l'instant, sur le monde du deux roues. Donc il est bien évident que si nous on passe un véhicule au contrôle sans détecter d'anomalie et que le véhicule est vendu et que 2 semaines plus tard le nouveau propriétaire s'aperçoit d'anomalies, que ce soit sur le bruit ou sur autre chose, bon, ça pose problème. Donc c'est quand même pour limiter les problèmes qui sont rencontrés à la revente. D'accord. Oui, tout simplement. D'ailleurs, pendant qu'on vous tient, Laurent Palmier, on parle du contrôle technique des deux roues. Comment ça se passe jusqu'à présent ? Parce que moi, j'ai emmené mon scooter. C'est un gros scooter, c'est pas un 125, c'est un 400 cm3. Je l'ai emmené au contrôle technique. Le contrôleur m'a dit, je vois même pas un 2 roues par semaine. Donc d'après lui, il n'y a pas grand monde. En fait, les motos en bon état ont été emmenés par leurs propriétaires au contrôle technique et tous les engins improbables qui circulent, il y en a, j'en vois tous les jours, ceux-là ils ne sont pas passés au contrôle. Comment ça va se passer ? Oui, ça c'est un souci un peu récurrent. Il serait fort utile que le contrôle technique soit vraiment obligatoire, au même titre que l'assurance. Mais aujourd'hui, il y a un moyen de verbaliser, c'est-à-dire n'importe quel agent des forces publiques peut, avec votre plaque d'immatriculation, savoir si vous êtes assuré et si le contrôle technique est valide. Sauf que sur les deux roues, elle est derrière la plaque. Oui, mais enfin, donc elle est moins facile à voir. Moi, je m'étais fait arrêter parce que c'était un feu rouge et que le policier avait vu que mon contrôle technique n'avait pas été fait en fonction de ma plaque. Mais devant, là derrière, c'est plus délicat. Dans la pratique, on a le sentiment que les forces de l'ordre ont d'autres sujets prioritaires que ça depuis quelques mois. Voilà, donc des éléments plus graves à traiter, et ça on peut le comprendre, mais on voit arriver la vidéo-verbalisation avec des radars intelligents qui seraient capables d'identifier les distances entre deux véhicules. Par exemple, ça vous on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. On a une question d'un auditeur sur ça, on va en parler tout à l'heure. Et donc avant d'en arriver là, il serait fort utile qu'il soit contrôlé l'assurance, puisque c'est possible, depuis 2019, par le champ de la vidéo-verbalisation, et qu'il soit en même temps contrôlé le contrôle technique, tout simplement. Bah oui.
Ah oui, on se demande pourquoi c'est pas fait. Il suffirait d'ailleurs de vérifier avec un logiciel, de vérifier que chaque immatriculation a bien un contrôle technique à jour et dans un premier temps, à titre d'information, d'envoyer au propriétaire du véhicule un courrier en lui disant voilà, on s'est rendu compte que vous n'aviez pas fait le contrôle technique en date et en heure avant de verbaliser, au moins prévenir les gens. Bon, après, il y a des véhicules qui circulent pas, donc on imagine bien que ceux-là ne peuvent pas aller au contrôle technique. Mais pour tous ceux qui circulent, c'est vrai que, en général d'ailleurs, en plus, défaut d'assurance et défaut de contrôle technique, ça va souvent de pair. Souvent, évidemment. Et donc il y a un scandale à ce qu'il y ait autant de gens qui roulent sur la route non assurés, parce que c'est la collectivité. C'est 700 000, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc si vous faites le compte, ça veut dire que potentiellement, il y a aussi 700 000 véhicules qui roulent sans contrôle. Avec des véhicules qui là par contre sont pas théoriquement dangereux. Dans le temps, ils finissent par être réellement dangereux. Ouais. Moi, est-ce que je peux proposer à Laurent de rester avec nous ? Oui, il va rester avec nous, Parce qu'il y a Laurent. une question moto contrôle technique qui suit. On a Jean-Marie, alors pas Borderie, parce que lui pourrait parler, lui, effectivement. Je ne sais pas comment sa voiture passe le contrôle technique. D'ailleurs, on va lui demander de revenir en studio. On va l'embêter un peu, Jean-Marie. Bon, bah, écoutez, Laurent, vous restez avec Laurent. nous. Parce Avec que plaisir. dans quelques instants, on va recevoir un autre Jean-Marie, donc lui qui a une question à poser, me dit-on, au standard sur le contrôle technique moto. Donc on vous garde, on abuse de vos savoirs. À tout de suite. Allez, 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez. Vous pouvez aussi poser vos questions et vous serez à l'antenne avec nous dans quelques minutes. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Dans quelques minutes, restez avec nous, ce sera l'essai de la semaine et l'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une BMW. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'heure, on va accueillir Jean-Marie au téléphone. Bonjour Jean-Marie au téléphone. Bonjour Jean-Marie au téléphone. Bonjour Laurent, c'est Jean-Luc. En studio. Au studio à la radio. Bon, on a toujours avec nous Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Securitas. Tiens Laurent, pendant que vous êtes là, on a une question de Thierry M du Var. Je crois que ça doit être Modolo qui demande si depuis l'implantation massive des ralentisseurs, il y a une recrudescence des défauts sur les suspensions au contrôle technique. C'est difficile de dire qu'il y a une recrudescence parce que nous, on démarre le contrôle, mais ça, oui, ça fait partie des éléments qu'on note assez régulièrement sur la partie cycle des véhicules. Oui. Ah oui, donc oui, la en tout cas, je peux vous dire que pour les motos, c'est le cas, puisque moi, joint speed fourche et roulement de roue avant, à chaque fois que je change le pneu, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et ça, c'est le mauvais état des routes et les ralentisseurs principalement. Eh bien, puisqu'on parle moto, Jean-Marie, vous habitez où vous êtes dans quel coin ? Alors, je suis dans l'Eure, à proximité des Andelys, entre Gaillon et les Andelys. Oh, c'est beau, j'adore ce coin. C'est très très beau. Moi, j'y vais souvent pour essayer des voitures par là. Alors, par contre, est-ce qu'il n'y en a pas... C'est le parcours habituel des Parisiens avec La Roche-Guyon, Vernon, les Andelys, Gaillard. Et les garçons, est-ce qu'il y en a un qui a un haut-parleur sur son téléphone ? Excusez-moi. Jean-Marie, je l'ai là. Je l'ai enlevé. Voilà, il faut l'enlever, haut-parleur. s'il vous plaît. Mon oreille avait été un petit peu sensibilisée à un son de haut-parleur. Bon, alors Jean-Marie, vous avez plein de motos. Vous avez déjà 2 vieilles motos, des motos de collection. Moi, j'ai un vieux poteau, moi. J'ai 2 voitures anciennes et 8 motos. Il y en a, sur les 8, il y en a 4 de 1916, 25, 31, 1950. Elles sont pas éligibles. Ouais. Heureusement. C'est quoi comme moto, Jean-Marie, c'est quoi? C'est un sidecar BSA, une Tero, une Armor, une BSA B31 1950. D'accord. Et par contre, vous en avez 2 qui, elles, ont dû passer même plus que 2. 4, ouais. Alors, comment ça s'est passé, tiens? Alors, donc je vais à côté de chez moi. Alors, c'est pas de sécurité, c'est de Diagnosure. Oh là là. Je connais. Oui, je suis désolé. Je connais pas personnellement du tout le contrôleur. Hein. Il me connaît parce que je vais porter mes voitures régulièrement. Enfin, mes 2 voitures modernes et puis mes 2 voitures anciennes. Donc il me connaît simplement parce que je suis client, c'est tout. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé, j'ai porté successivement ma Honda, ma moto moderne, c'est une Kawa W800. Elle est de 2012, hein, elle a 12 ans quand même. Hein. D'accord, ouais. J'ai porté ma 750 Honda Four de 76, après ma 350 Four de 1974, et puis après, alors le vilain petit canard, là c'est génial, c'est Suzuki T350
De 71, ouais, un deux ça temps. fait du bruit. Ouais. 1971, un deux temps. Donc Et ça fume. ça réveille tout le monde. Ça fume. Mais ça, c'est génial. Mais ça, c'est voilà. d'origine, en Bon. fait, on est Jean-Marie, d'accord. vous Oui, ne- oui, c'est absolument d'origine. Jean-Marie, vous ne voyez pas le regard de Jean-Luc là, mais il est pétillant. Hein, Et vous- elles sont toutes passées. Ah oui. Ah bah parfaitement, oui, tout à fait. Et alors il est très professionnel, si vous voulez. Donc c'est pas un copain. Hein. Oui, bien Donc, sûr. il a une approche très pro. Mmh. Donc il prend sa tablette, il vérifie le numéro de châssis sur la colonne de direction pour vérifier que c'est bien celui de la carte grise, la dimension des roues et des pneus par rapport aux revues RTM, les revues techniques moto. Il vérifie que c'est les bonnes dimensions. Hein. Ouais. C'est pas toujours le cas, c'est même quelquefois rarement le cas, je dirais, sur les motos anciennes. L'état des pneus, évidemment, il vérifie que tous les feux de signalisation fonctionnent, ce qu'il y a. Hein. Quelquefois, le clignotant n'est pas obligatoire, hein, donc il vérifie que ça fonctionne bien. Il vérifie aussi les jeux dans les roues avant-arrière. Alors c'est là où il va me demander, il met sur la béquille centrale et puis il me dit d'appuyer par exemple sur la roue arrière pour lever l'avant, pour vérifier que la roue tourne bien, qu'il n'y a pas de jeu dans l'axe, etc. Il vérifie les fuites d'essence. Fuite d'essence, ça, il m'a dit c'est très important, fuite d'essence. C'est un problème d'incendie, etc. Et puis si comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, si les joints speed de la fourche ne fuient pas trop, ou pas du tout, hein. S'il y a des soufflets, il me dit on peut pas voir, hein, mais tant pis, hein, comme sur les Honda, j'ai des soufflets sur les donc on voit pas, mais bon, ils sont bons. Et Oui. puis après. Pardon. Parce qu'ils n'ont pas le droit de démonter, Laurent. Hein. On n'a pas le droit au contrôle technique de démonter ou même de défaire un collier pour soulever un soufflet et voir si le joint speed fourche fuit. Non, on n'a le droit à aucun démontage. Alors, il y a quelquefois des limites pour qu'on voit au moins l'identification du véhicule qu'on est en train de contrôler. Oui. Je pense aussi au fait d'enlever la selle, par exemple. D'accord. Alors ça, il me demande, quand elle s'ouvre, il m'a demandé, moi, à chaque fois, d'ouvrir la selle quand elle s'ouvrait pour voir simplement l'état dessous sur le câblage, etc., si c'était pas déconnant, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais. Et puis le reste, il regarde, quoi. Donc, en fait, par exemple, et après, c'est que des conseils. C'est-à-dire que je suis présent, je dis rien, il tourne autour, mais après, on discute, il regarde la tension de la chaîne, il me dit, tiens, peut-être qu'il faudrait la retendre un peu, il faudrait l'agresser aussi. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. La pression des pneus, il regarde la pression des pneus. J'ai 2,2 et il voit dans la revue technique que c'est plutôt 1,9, mais c'est des revues techniques d'il y a 40 ans. Moi, je vais pas rouler avec un bar neuf dans les pneus. Hein. Ouais. Je mets plus. Hein. Vous voyez, oui, parce que les pneus modernes acceptent effectivement des pressions un peu plus élevées, même si c'est les mêmes dimensions et les mêmes marques de pneus. Absolument. Dominique S tout à l'heure pourrait nous le confirmer. Effectivement, avec les pneus modernes, on roule avec des pressions un peu plus élevées. Donc, enfin, ça a l'air d'être un motard, surtout votre contrôleur technique. Alors, c'est un motard, effectivement. Ouais. C'est un motard, il a je sais plus, une Yamaha, je sais pas quoi. C'est un motard. Et puis, les plaquettes de frein avant, par exemple, quand il y a pas des tambours, mais des plaquettes, des freins à disque, pardon, sur la 750, par exemple, on voit pas l'étrier. On voit l'étrier, mais on voit pas la plaquette, ouais, d'accord. Ouais, il est masqué. Donc, il me dit, tiens, ce serait. Alors, il regarde s'il y a du liquide, il voit la sensation à la poignée. Et puis il me dit ce serait bien de démonter l'étrier quand même pour vérifier l'état du voilà. Donc en fait c'est que des conseils. Après il n'y a rien de marqué sur c'est bon, c'est conforme, mais il n'y a rien de marqué. Même pour on voit bien que c'est un motard aussi parce que même pour le Suzuki, il n'y a pas le contacteur de stop à l'arrière. Je lui avais dit avant, il m'a dit c'est pas grave. En moto vous freinez jamais du frein arrière, tout ça. On freine de l'avant de toute manière. Donc ça fait rien. On va dire qu'il y a de la bienveillance. C'est ça qu'il y a. Laurent, vous confirmez dans les formations qu'ont reçues les contrôleurs pour le contrôle des deux roues, il y a quoi exactement ? Il y a une formation qui est assez longue, mais qui est facilitée, et je l'avais dit sur votre antenne il y a de nombreux mois en arrière, par le fait que la grande majorité des contrôleurs sont aussi des motards. Et donc c'est très intéressant ce que dit Jean-Marie, parce que j'avais préparé un petit peu notre rendez-vous de ce matin et j'avais noté en grand sur mon cahier 2 mots, passion, pédagogie. Ah bien. Et il vient exactement de préciser
par l'exemple l'importance du travail qui est fait au quotidien par les contrôleurs, que ce soit en auto ou en moto. Ouais. Mais ce que je trouve assez étonnant, Ils sont pas tous pédagogues. Non, mais ce que vous dites en plus, c'est que la majorité sont motards. Et ça, c'est quelque chose, dans vos chiffres, c'est exactement ça. Même avant que le contrôle technique pour les motos soit devenu obligatoire, quoi. C'est un métier qui est beaucoup pratiqué par des motards. Ouais, c'est chouette, ça tombe bien en même temps. Ouais. Bon. Et sur le fait que peu de motos sont passées, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs par rapport au nombre de motos qu'auraient dû passer, combien sont passées aujourd'hui? Parce qu'on va être mi-novembre, oui, mais donc il ne reste plus qu'un mois et demi. Reviens sur ce que tu voulais dire, parce que tu as plein d'auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure quand tu as évoqué ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas autant de motos qui devraient passer le contrôle technique qui y vont. Oui. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un boycott? Le contrôleur, il me dit qu'en gros, il voit une moto par jour, c'est tout. Ouais, alors que moi, il envoie une par semaine en région parisienne, donc c'est encore moins. Ouais, mais même, ils vont avoir 10, si on veut que tout soit passé au 31 décembre. Et attention, on parle de moto, mais normalement, c'est les deux roues en général. Oui, c'est les deux roues en général. Alors, ce qu'ils voient passer aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin, c'est des micro-voitures, vous savez. Alors là, c'est la misère. C'est des revues à fond, là. C'est la misère. Mais alors, pour répondre à la question... Laurent, est-ce qu'il manque beaucoup de motos à l'appel? D'ici la fin de l'année, on aura contrôlé toute la profession à peu près 1 million de véhicules. Mais on avait une fourchette qui allait de 1 million à 4 millions. Donc vous voyez, c'était une fourchette à deux dents un peu étonnante. Ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas les cyclos. Alors on voit les cyclos des collectionneurs. D'accord. Ça pourrait être le cas de Jean-Marie. Il pourrait, en complément de la T350, avoir un Solex, une mobilette. Enfin, quand j'entends les cyclos, c'est les moins de 49,9. Les cyclos, c'est entre 35 et 40% du parc des deux roues français. Et depuis qu'on a mis le contrôle en place, on ne voit que 8 à 10%. Ça représente que 8 à 10% des contrôles. Donc on ne les voit pas. Ces véhicules-là. Ça va venir, je pense. Ça va venir, non. Ils vont pas venir, mais bon, il faudra un moment. Non, mais il va y avoir, ça va prendre petit à petit, ça va peut-être être long. Non, mais parce que la plupart des cyclos sont en très mauvais état, où ils sont bricolés. Ce que t'appelles les cyclos, c'est les scooters, etc. Oui, c'est ça, mais ils n'ont pas envie d'aller au contrôle technique parce qu'ils savent qu'ils vont se faire ramasser. Bon, alors donc, il faut du contrôle. Il faut un petit peu de contrôle. Du contrôle sur les routes, oui. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On fera un point d'ailleurs à la fin de l'année pour savoir où on en est. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'être Merci, Jean-Marie. Passez un bon week-end du 11 novembre. Merci Laurent, bon week-end du 11 novembre aussi. Si j'ai 2 secondes, un petit message qui est en lien avec le sujet que vous allez évoquer plus tard, à savoir les pneumatiques. Ça reste un sujet très important pour nous. C'est un point de contre-visite sur l'état, sur la pression, sur tout un tas de choses. On en rentre progressivement dans l'hiver, donc il y a des choses qu'il faut contrôler. Mais moi, je me dis très modestement, en tant que citoyen, si l'État français, au travers de son parc automobile, favorisait la fabrication française, que ce soit Michelin ou d'autres constructeurs, on n'en serait sans doute pas à fermer des usines en France. Allez, on en parlera. On en parlera tout à l'heure, justement. À 11h, et ce sera le sujet de 11h. Restez à l'écoute, Laurent. Et on est assez d'accord. Allez, on file parce qu'on a pris du retard, parce qu'il y a la BMW 120 qui nous attend dans quelques instants pour l'essai de la semaine. Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et vous le savez si vous êtes des habitués, mais si vous nous rejoignez pour la première fois, la chronique On prend le volant, vous retrouverez la vidéo complète de l'essai de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio, mais tout de suite également en extrait sur la page Facebook. Oui, alors aujourd'hui on n'essaye pas un SUV, on n'essaye pas une voiture électrique, quoique il y a quand même un petit moteur électrique dedans, parce qu'aujourd'hui c'est presque inéluctable. La BMW 120, alors il y a 15 ans, cette BMW 120, elle aurait fait hurler les puristes, parce que c'est pas un 6 cylindres et c'est pas une propulsion, c'est une traction avec un 3 cylindres. Ouh, mais rassurez-vous, l'esprit BMW est toujours là. Tout d'abord avec le style, qui évolue assez peu par rapport à la précédente mouture. La longueur augmente un peu, 4,36 m, mais la plateforme reste la même, avec toutefois de vraies évolutions en matière de suspension en particulier. Il n'y a vraiment que les spécialistes qui remarqueront le nouveau bouclier à l'avant. Ce qu'on remarquera plus, en revanche, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que la capacité du coffre, qui était déjà pas gigantesque, a encore baissé. Aujourd'hui, 300 litres. C'est un peu juste pour une voiture de ce gabarit. L'explication, c'est que cette 120 profite d'une hybridation 48 volts et que la batterie, 0,9 kWh, elle est logée dans le plancher de la soute à bagages, ce qui réduit la capacité de ce dernier. Ce n'est pas non plus Versailles au niveau des places arrière, mais la série 1, Laurence, vous en savez quelque chose, elle n'a jamais brillé sur ce chapitre. Bon, la présentation intérieure, en revanche,
évolue en profondeur. Mais ça, c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que la 120 reprend en effet la planche de bord presque tout tactile des modèles BMW. C'est la norme maintenant. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut par exemple paramétrer les compteurs, mais l'ergonomie et surtout la sécurité n'y gagnent pas. Alors plus gênant encore, vraiment, moi je trouve ça gênant, outre l'aspect assez peu pratique des nouveaux aérateurs, on va les voir dans quelques secondes pour ceux qui ont la vidéo, je trouve que la qualité perçue, elle est assez loin de l'idée qu'on se fait d'une BMW. Il y a des plastiques qui grattent un peu partout. BM, c'était une référence il y a encore, on va dire, 5 ans en termes de fabrication et de ce qu'on appelle la qualité perçue. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils ont beaucoup baissé. Vous voyez, on le voit pour ceux qui ont l'image, là, ça fait vraiment, ça fait cheap. Voilà, ouais. Le bouton de démarrage et la commande de boîte sont sur la console centrale. La molette e-drive, elle a disparu. Voilà, puisqu'on a des écrans tactiles à la place maintenant. Notre version a été équipée d'un pack innovation à 3 600 € qui comprend l'affichage tête haute, c'est bien pratique. Bon, mais la plus grosse nouveauté quand même, elle se trouve sous le capot puisque le 4 cylindres essence 2 litres est ici remplacé par un 3 cylindres 1,5 litre développant 156 chevaux, fonctionnant en cycle 1000 heures, ça permet d'économiser le carburant, on le verra plus loin, et il est associé à un petit moteur électrique de 20 chevaux et 55 Nm qui est logé dans la boîte automatique DKG à 7 rapports, donc c'est boîte auto ou boîte auto. La conduite en ville, vu qu'on est en boîte auto, est plutôt une bonne surprise. Le moteur et la boîte se font totalement oubliés par leur discrétion, leur réactivité, même s'il n'est pas possible d'avoir des phases de roulage en 100% électrique avec le petit moteur. La suspension, c'est un bon compromis entre douceur et maintien de caisse. Bref, une relative fermeté, mais un confort tout à fait correct. On mesure cette efficacité lorsqu'on passe sur le mode sport à l'approche des virages. Déjà, la sonorité du 3 cylindres est nettement plus présente. Elle n'est pas désagréable. Et on sent bien que les 170 chevaux au cumul des deux sont là, avec 280 Nm de couple. On a des accélérations qui sont bonnes, 0 à 100 en 7 secondes 8. Mais le plus gros changement par rapport à la précédente série 1, c'est la tenue de route. La direction, elle est plus informative, les changements d'appui sont plus francs, les nouvelles épures de suspension jugulent également l'effet de couple qu'on pouvait avoir dans le volant lors des accélérations avec le précédent modèle. Bref, c'est que du mieux en termes de plaisir de conduite. Et puis la bonne nouvelle, c'est que sur l'autoroute, la voiture se montre à la fois silencieuse et étonnamment frugale. J'ai consommé 6,6 litres au 100 à 130 km/h et je suis même descendu pendant l'essai en ayant roulé un peu vite à certains moments à 5,7 litres au 100. C'est vraiment pas mal, c'est au moins 1 litre de moins par rapport à l'ancien modèle. Au final, cette BM, elle progresse plus que ne laisse supposer son style. Le passage de 4 à 3 cylindres n'a rien fait perdre en caractère. Il a même permis de substantielles économies à la pompe. Des économies, hélas, qu'on ne réalisera pas au moment d'aller chez le concessionnaire, car si le tarif de base est de 38 900 €, avec quelques packs d'options qui sont recommandés, on pourrait même dire obligatoires, on dépasse vite les 45 000 €. Notre modèle d'essai valait 48 800 €. Alors, c'est cher, et c'est surtout cher compte tenu des économies qui ont été faites sur la finition à l'intérieur. Bon, mais ça reste une voiture, ça reste une BM, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que quand on est au volant, on prend beaucoup de plaisir. Ouais, c'est le cas avec la mienne que je vais garder, même si elle a 4 ans. Je vais pas la changer, ma série 1. Même Essence. en cadeau d'anniversaire, c'est ballot, il y en avait une en bas qui vous attendait toute neuve, mais tant pis, puisque vous voulez pas changer, Laurence, je repartirai avec le cadeau d'anniversaire. Mais j'y crois même pas. Non, mais vous êtes bien un homme. Parole, parole, parole. Bon, mais en tout cas, merci. On retrouve l'intégralité de l'essai. Moi, j'aime bien BM. Je suis assez fan de la marque. Je suis assez d'accord avec vous. J'aime pas du tout ce grand écran. Ah, mais j'aime pas du tout. Non, c'est encore le grand écran, ça va. Mais moi, bon, je suis pas fan. De toute façon, le tout tactile, il faudra en revenir. C'est vraiment pas bien. On en parlera bientôt. Oui, Citroën revient aussi dessus. Même Renault recommence. Il y a à la fois le tout tactile et puis les plastiques stock. Allez, toute cette grande vidéo, en tout cas l'excès complet, donc plus de 10 à 15 minutes d'essai sur la page Facebook de Sud Radio. On continue quant à nous et juste après la pause, nous allons parler des chats, non, des batteries. Chat alors, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'auto et d'environnement avec Clément Molison, qui est délégué général de l'AVER. Bonjour Clément, comment ça va Clément. hier? Très bien, merci. On ne se quitte plus tous les deux. Exactement. Bon, Clément va parler chat ce matin pour changer un peu, puisque les batteries sont comme les chats, elles ont plusieurs vies.
Exactement. Et comme les chats, elles passent le plus clair de leur temps à ne rien faire. Ouais, voilà. Les batteries, attention, vous parlez des batteries électriques, oui, pas on des parle batteries on parle des classiques, batteries de traction voilà. des voitures électriques. Déjà, tiens, pour mettre fin à une idée reçue, une batterie de voiture électrique, ça dure combien de temps? Parce que plein de gens au début disaient ouais, mais dans 4-5 ans, il faudra changer. Voilà, il faudra changer la batterie de ces voitures électriques. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. La durabilité de ce qu'on appelle la première vie, c'est quoi? La durabilité aujourd'hui, elle est autour de 15 ans. On considère que la première vie, c'est jusqu'à 70% de la capacité de la batterie. Au-delà, la batterie, elle peut continuer à être utilisée. C'est notamment ce qu'on a étudié dans notre dernier rapport sur la vie de la batterie. Mais voilà, une quinzaine d'années, c'est aujourd'hui la durée moyenne d'une voiture thermique. Mais donc toutes les craintes, excuse-moi Jean-Luc, mais toutes les craintes des gens qui veulent pas acheter une voiture d'occasion électrique il y a que 3-4 ans, on est tranquille, quoi. Alors on a déjà évoqué dans l'émission le fait que pour sécuriser l'achat des voitures électriques d'occasion, ça serait bien d'avoir obligatoirement un bilan de santé de la batterie. Hein, ça, on en a parlé. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça se fait de plus en plus. Il va aussi falloir standardiser la façon dont on fait ces certificats de l'état de santé de la batterie. Il faut quand même se dire que demain, quand on va acheter des voitures d'occasion électriques, on aura beaucoup plus d'informations sur son état de santé qu'on l'a aujourd'hui quand on achète un véhicule d'occasion thermique. Donc il y a vraiment des éléments qui permettront de rassurer les acheteurs de seconde main. Et puis aussi pour le vendeur de première main, savoir aussi bien vendre son produit, bien vendre la voiture qu'il a utilisée. Bon, alors une fois que alors avant de passer à la deuxième vie des batteries, on va rester sur la première vie, on va parler réparabilité, parce que ça c'est un vrai problème aussi. Alors moi je peux balancer des noms, vous pouvez pas Clément, mais en l'occurrence les constructeurs sont pas tous égaux en la matière, parce que une batterie, c'est un ensemble d'éléments. C'est des cellules. Alors des petites piles, les unes à côté des autres, c'est des cellules qui sont dans un. Je fais simple, hein, qui sont dans qui sont dans un contenant et qui sont gérés par de l'électronique. Et il y a des systèmes qui sont modulaires, donc facilement réparables, et d'autres qui ne le sont pas. Donc ce qui veut dire d'abord que quand vous avez un carton avec une voiture qui a une batterie non modulaire, il faut changer la batterie. On sait aujourd'hui que c'est l'élément le plus cher dans un véhicule. Et si on a une cellule qui tombe en panne, il faut changer la batterie. Donc il y a ça. Ça pose un vrai problème aujourd'hui, Clément, on est d'accord ? Effectivement, aujourd'hui, il y a des arbitrages qui peuvent être faits. Vous l'avez bien résumé. Vous avez soit des batteries modulaires qui sont un peu plus chères, mais qui peuvent durer plus longtemps. Et avec des batteries qu'on répare bien, on pourrait amener cette batterie en première vie jusqu'à une vingtaine d'années d'utilisation. Et puis des batteries qui sont pas dissociables, où on soude les différents éléments entre eux. Ça fait gagner quand même sur le prix de la batterie. Comme c'est le poste budgétaire le plus important d'un véhicule, ça fait baisser le prix du véhicule. En revanche, ça peut diminuer sa durée de vie. Donc nous, on insiste évidemment sur le fait qu'il faut des batteries qui soient réparables. D'une part, comme je l'ai dit, ça augmentera leur vie lors d'utilisation pour la mobilité, mais ce sera aussi très utile pour leur seconde vie. On pourra plus facilement les retirer, plus facilement les intégrer dans du stockage stationnaire, par exemple, pour des énergies renouvelables. Bon, j'ai dit que j'allais balancer. Attends, délégué général de l'AVER, parce que je me dis toujours, mais peut-être si personne ne sait ce que c'est l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, ça existe depuis 78. C'est pas nouveau, cette histoire. C'est pas nouveau. Alors Exactement. bon, moi j'ai dit que j'allais balancer. Bon, si on prend l'exemple d'une marque qui fait des batteries non modulaires, non réparables, non démontables, malheureusement c'est Tesla. Voilà. Ouais. Donc Tesla, ils ont un système qui fait que. Mais ils le font exprès. Alors, est-ce qu'ils le font exprès Oui, pour baisser le prix. On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'ils le font exprès pour que on rachète une batterie complète quand il y a un souci avec la batterie Ça, je peux pas me prononcer sur ça, mais ça serait bien. Est-ce que on peut inciter par la suite, ou au moins communiquer sur la réparabilité des batteries au moment où quelqu'un va acheter son véhicule, parce que ça on n'est pas du tout au courant. On le fait sur l'électroménager en disant voilà, les pièces vont être disponibles pendant tant d'années, c'est réparable, c'est pas réparable. On le fait pas sur l'achat d'un véhicule qui est autrement plus cher qu'une cafetière. Effectivement, c'est un peu plus cher. Je pense qu'on voit quand même depuis quelques années que la question de la réparabilité, des indices de réparabilité est vraiment en train de monter dans notre société. Ça devient aussi
une marque de fabrique, un produit d'appel, et donc on va certainement voir se développer ça. Nous, ce qu'on pousse aussi, c'est pour une évolution de la réglementation. On a eu un règlement de batterie au niveau européen qui a été publié il y a peu de temps. Il y a un certain nombre de textes qui vont accompagner ce règlement, et puis ce règlement, il sera révisé comme le sont ces textes européens. Il faut vraiment qu'à chaque occasion, on mette plus l'accent sur la réparabilité, qu'on mette plus l'accent sur la seconde vie, qu'on fasse en sorte de tirer le plein potentiel des batteries qui aujourd'hui vont pouvoir utiliser, comme je disais, pour de la mobilité, mais aussi pour du stockage d'énergie. Ouais. Donc demain, on va lisser les consommations et même faire baisser les prix de l'énergie grâce à ça. Oui, grâce au V2G. Mais alors du coup, est-ce qu'on a parlé du contrôle technique? Attends, juste avant. Est-ce qu'on, pour les contrôles techniques des voitures électriques, ça y est, il y en a qui ont plus de 4 ans, donc elles y passent. On n'aurait pas un truc spécial sur la batterie? Sur le SOH. Ça s'appelle le SOH. Depuis que je vous connais, j'ai appris ce mot nouveau. Oui, tout à fait. C'est assez facile au final d'accéder à cet état de santé de la batterie. Il y a plusieurs déjà entreprises qui le proposent, qui peuvent vous délivrer un certificat pour vous dire où ça en est. Donc c'est des choses qui existent. Il faut vraiment quand même avoir en tête que dans une batterie, dans une voiture électrique, la batterie elle est bourrée de capteurs parce que les constructeurs dans les premiers temps de la mobilité électrique avaient besoin de suivre l'évolution de ce matériel, et depuis ça leur permet d'avoir un vrai état en direct de la vie et de la santé de cette batterie. Oui, bon, donc première vie de la batterie entre 15 et 20 ans, deuxième vie de la batterie, donc une fois qu'elle est en dessous de 70% de capacité, ce qui veut dire que sur certaines batteries assez énormes, on a des batteries aujourd'hui de 100 kWh, s'il reste 70 kWh de capacité de stockage, ça reste quand même significatif, 70 kWh, vous alimentez une maison pendant plusieurs jours, donc est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, est-ce que ça se développe, parce que ça fait 15 ans qu'on en parle de cette deuxième vie des batteries, et on a le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui, parce que, comme on le disait, une batterie en première vie, c'est 15 ans. Donc, ça fait depuis 15 ans qu'on attend que ces batteries arrivent dans leur seconde vie. Et elles vont être encore peu nombreuses parce que, le boom de l'électrique, c'est vraiment 2020. Donc, c'est encore à horizon 2030-35 qu'on va avoir un stock de batteries qui arriveront pour de la seconde vie. Mais ça existe. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. On voit se développer des murs de stockage qui intègrent des batteries de voitures électriques. On peut aussi imaginer réutiliser cette batterie dans, par exemple, on avait vu un constructeur automobile annoncer son souhait de les mettre dans des bateaux. On va pouvoir réutiliser à différents endroits cette batterie pendant encore 5-10 ans. Là, on n'a encore pas suffisamment de recul, mais ça va arriver dans les prochaines années. Et tout ça, ça va permettre d'avoir une valeur économique supérieure à cette batterie qu'on va pas jeter évidemment, parce qu'après, on va aller la recycler. Clément, une dernière question avant de vous quitter, parce qu'on a Ludovic qui est au standard de Sud Radio. On est de plus en plus sur ce qu'on appelle le développement de la V2G, c'est-à-dire que les fameuses batteries qui permettront de se charger évidemment sa voiture, mais aussi de recharger ou de relancer cette énergie, soit sur la maison, soit sur le réseau national. Est-ce que c'est aussi à cause de ça, comme on développe ces fameuses nouveautés qui vont arriver là, qu'on laisse un peu tomber la batterie classique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en fait, on en revient à votre histoire de chat. Une voiture, elle reste l'essentiel de son temps à ne rien faire, à attendre. Et tout l'intérêt de la recharge bidirectionnelle, le V2G, c'est de se dire que quand elle ne fait rien, on peut solliciter cette batterie pour prendre de l'énergie au réseau. Par exemple, quand on a du solaire et de l'éolien qui fonctionnent à plein régime, et d'en restituer une petite partie, quelques pourcents d'autonomie, au moment où on a les pics de consommation. Et donc ça permet de maximiser son utilisation. Et puis ensuite, c'est le même principe qu'on va utiliser lorsqu'on fera du stockage. Et tout ça permettra aussi d'éviter de produire des batteries dédiées spécifiquement à ce stockage. On va en avoir des millions dans quelques années. On aura l'occasion d'en reparler, mais Renault, avec la R5, ça y est, c'est une batterie V2G. Nissan s'y met. Enfin voilà, il y a des choses qui bougent beaucoup. Il y a des constructeurs. Mitsubishi a fait ça depuis très longtemps. Et les Anglais sont très en avance par rapport à nous. J'ai essayé cette semaine une voiture électrique qui propose ça également. La V2G, c'est laquelle? C'est la Kia. La Kia EV3, EV3, on va parler français. Allez, Clément, on est obligé de vous laisser, c'est passionnant, on vous invitera bien une prochaine fois. Oui, mais vous viendrez en studio, Clément. Parce que c'est passionnant et je travaille en ce moment dessus, c'est vraiment passionnant tout ce qui se passe. Délégué général de l'AVER. Allez, on finit Clément. Les 4 dernières minutes de la première heure en accueillant Ludovic dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Comment ça va ?
Bien, et vous? Bah, très bien. Allez, on vous écoute. Oui, alors, moi, on a changé de second véhicule, donc pas notre véhicule principal, parce qu'on n'était pas prêt à sauter le pas, de passer le véhicule principal dans l'électrique. Donc on a changé notre second véhicule, une vieille Twingo qui nous fait bénéficier des aides gouvernementales. D'accord. Alors d'ailleurs, à ce propos, aucun vendeur nous a dit qu'on pouvait avoir des aides là-dessus, ça me surprend déjà, parce que c'est quand même une aide conséquente à l'achat. Ouais. Et on saute un peu dans le vide, nous, en passant dans l'électrique. C'est beaucoup d'interrogations et on a du mal à trouver les réponses et on n'est pas trop aidé par les concessionnaires, on va dire. Que ce soit pour l'achat ou même pour le type de recharge. Comment est-ce qu'on fait pour recharger nos véhicules? Pour recharger, alors déjà une prise dédiée, hein, ça, là, on va dire que c'est obligatoire. Hein. D'une part pour la sécurité. Vous êtes en maison? Oui, ouais, tout à fait. En maison individuelle. Ouais. On a trouvé celui qui nous dit vous embêtez pas, vous prenez une prise classique, vous le branchez constamment. Non, surtout pas. Non, vous prenez une prise, une wallbox. Non, dommage, déjà, il faut faire venir un électricien pour savoir si vous avez une vraie mise à la terre, sinon votre voiture elle va pas charger. Et puis dites-vous que sur une prise classique de 10 ampères ou même 16 ampères, la voiture elle va tirer 8 ampères maximum, donc ça va prendre un temps fou pour recharger la voiture. Et la prise elle est pas faite pour fournir des puissances pendant longtemps comme ça, elle va s'échauffer petit à petit, et puis vous risquez d'avoir un court-circuit, mettre le feu à la maison. Il y a des cas où les gens branchaient leur voiture. Il se passe rien pendant 6 mois, et puis un beau jour, vous rentrez, il n'y a plus rien. Quoi. Et si je peux mettre mon petit grain de sel, Ludovic, faites une vraie étude de la borne que vous allez installer chez vous, parce que même si vous n'êtes pas en V2G aujourd'hui, il y a des bornes d'intelligence qui vont vous permettre de charger au bon moment, en heure creuse, qui vous coûteront moins cher. Ça vaut le coup de faire une étude maintenant. Hein. Oui, ça vaut le coup de regarder, effectivement, d'avoir une borne un petit peu plus costaud, qui permettra d'avoir une puissance un peu plus importante, et puis d'ouvrir la porte, tout ce qui va arriver après. Ça vous évitera d'en réinstaller une dans 5 ans si vous changez de véhicule. Donc en l'occurrence, on a déjà sauté le pas. Ah oui, d'accord. Vous avez fait installer quoi? Une wallbox. D'accord, une wallbox c'est très bien déjà. Déjà c'est bien parce que vous êtes sécurisé, vous êtes sûr d'avoir des connexions qui sont de qualité. Donc une wallbox en monophasé ou triphasé, comment? Alors monophasé, parce que des installations triphasées, je pense pas que ça court la rue chez les particuliers. Ah il y en a. Moi chez moi je suis en triphasé par exemple. Voilà. Ah ouais, mais vous avez un parc automobile qui oui, mais bon, j'ai un parc auto. En même temps, t'en as qu'une électrique. Pardon, non, j'ai des hybrides. Ah oui, il y a les hybrides. J'ai pas de 100% Ludovic, il nous reste 1 minute. Alors vous aviez une question sur le chargeur, et ça c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent qui ont des voitures électriques. C'est pour ça que je voudrais l'avoir la question. Parce qu'il y a une batterie 12 volts sur un véhicule électrique. Ah, vous avez disparu? Parce que notre véhicule principal, effectivement, j'avais bien écouté avant, j'achetais un chargeur de la marque CETEC, en l'occurrence. D'accord, pour prolonger sa durée de vie. Et question con, est-ce qu'on a la même chose, la même batterie sur un véhicule électrique? Alors non. Il n'y a pas de question, comme vous dites, bête. Il y a une batterie 12 volts sur un véhicule électrique, parce que tout le réseau interne de la voiture, il est en 12 volts. Alors maintenant, est-ce que je dois recharger la batterie 12 volts avec mon chargeur CETEC? La réponse, c'est probablement non. Et pourquoi je vous dis probablement? Parce qu'il y a un truc qu'on lit jamais quand on achète une voiture, c'est le manuel technique qui est livré avec la voiture. Qui n'est plus livré en papier. Voilà, alors je vous conseille de le consulter et vous saurez si oui ou non vous avez le droit de recharger cette batterie 12 volts. Dans de nombreux cas, c'est interdit. Alors ne le faites pas parce que vous allez perdre le bénéfice de la garantie. D'accord. Et pourtant, ces batteries 12 volts sont soumises aussi l'hiver, à des contraintes qui font qu'elles ont une durée de vie limitée. D'ailleurs, les constructeurs disent, écoutez, tous les 4 ans, vous changez la batterie 12 volts, c'est dans l'entretien courant. Et il y a des modèles où on peut recharger. Alors, j'ai appelé CETEC pour savoir, et ils m'ont dit, attention, il faut regarder effectivement sur la notice technique de la voiture et vérifier que il est possible de le faire, et surtout si c'est dit qu'il faut pas le faire, et que si c'est pas indiqué qu'on peut le faire, il ne faut pas le faire. Bon, voilà. Super. Bon Ludo, voilà. Donc maintenant sur la I208, regardez votre carnet d'entretien, vous le saurez. Bon, voilà. Ludovic, on vous souhaite un super week-end. Merci, vous aussi. Merci d'avoir posé cette question, parce qu'effectivement ça intéresse beaucoup de gens, et faites attention maintenant, prenez le temps de bien choisir la borne que vous allez installer chez vous, parce qu'il y a des choses qui changent beaucoup, donc prenez de l'avance, même pour la revente de la maison, ça peut être super intéressant d'avoir les dernières bornes. Moi je dis ça,
Je dis rien. C'est pas on parle auto, c'est on gagne un peu de sous avec nous. En tout cas, on en perd moins. Allez, l'info dans quelques instants. Et puis, on va parler de l'industrie européenne du pneumatique qui est peut-être en danger suite aux annonces des fermetures des usines de Michelin. À tout de suite. Et nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez à l'instant et de continuer d'être avec vous qui êtes là depuis le début de cette émission jusqu'à midi. Nous allons d'ailleurs faire un petit tour d'horizon à Epoch Auto avant la fin de l'émission. On va y passer un bon moment, Epoch Auto, parce qu'on va avoir tout de suite Dominique Stemfeld pour parler pneus, et je crois qu'il est sur le salon Epoch Auto. Oui, après, on aura Benjamin Arnaud. Après, on aura Benjamin Arnaud, qui est directeur des ventes France de RM Sotheby's, et il est également sur le salon Epoch Auto. Et puis on aura Pierre Creval. Benjamin Arnaud pour parler d'une Mercedes, de vieilles épaves qui valent plus de on a dépassé 9 355 000 $ pour acheter une voiture qui ne roule pas, et on verra, parce que j'ai fait une petite vidéo des voitures qui se sont vendues. Il y en a, on ne reconnaît même pas la marque de la voiture tellement elles sont écrabouillées, et pourtant ça s'est vendu des fortunes. Donc on essaiera de comprendre pourquoi. Et surtout, au-delà de ça, au-delà de cette vente, on essaiera de voir un petit peu où en est le marché aujourd'hui de la voiture de collection. Très bien. Eh bien, on continue évidemment de parler avec vous. D'ailleurs, on aura une question sur les radars qui vont flasher à cause des distances de sécurité. Je ne vous en dis pas plus. Et vous êtes attendu au 0826 300 300 pour poser vos questions. Il y a Nadjet qui vous accueille. Si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui, de toute façon, vous inquiétez pas, on vous donnera de la place prochainement. Et puis, vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet du mail et toutes vos coordonnées. Allez, tout de suite, on va parler de l'industrie européenne du pneumatique. Est-elle en danger suite à l'annonce de fermeture de notre fabricant Michelin en France de 2 de ses usines? Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Dominique Stemfeld, bonjour. Bonjour, monsieur Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Président du syndicat du pneu. Dominique, c'est l'anniversaire de Laurence. Allô Dominique. Oui. Dominique a disparu. Non, je disais, mais j'ai peut-être parlé trop doucement, je disais que c'était l'anniversaire de Laurence, donc voilà. Oui, mais j'ai vu ça aux informations à la télévision. Ah. Alors, on s'est parlé tous les trois cette semaine, Dominique. Mais Dominique a beaucoup parlé aussi cette semaine. Il a été sur de nombreux plateaux de télé ou d'émissions de radio. Comme beaucoup de Français, bousculés par l'annonce de la fermeture de 2... Alors évidemment, il y a Auchan, enfin voilà, on perd de l'emploi en France. Et Michelin, qui pour moi était quand même l'image d'une usine. Le modèle social. Et puis qui allait bien. Alors, modèle social pour ses employés, et qui allait plutôt bien. Et là, bim, on apprend que ça va mal. Oui, alors c'est pas Michelin qui va mal, c'est l'industrie européenne du pneu globalement qui va très mal depuis une quinzaine d'années, puisque depuis 2009, date de la fermeture de l'usine Continentale à Compiègne, à Clairoy, ça va être 7 usines majeures qui vont fermer, entraînant la destruction d'environ 6000 emplois dans l'industrie du pneu en France. Donc en fait, l'histoire Michelin qui fait grand bruit parce que c'est une entreprise française, c'est un fleuron de notre économie, mais l'histoire Michelin, c'est la continuité de ce qui se passe depuis une vingtaine d'années sur le marché français. Comment on peut expliquer ça, Dominique ? En fait, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est clair qu'aujourd'hui, pour des raisons de budget, un grand nombre d'utilisateurs, aussi bien particuliers que transporteurs poids lourds, privilégient des pneumatiques qui viennent d'Asie, de Chine en particulier. Et ça, effectivement, ça impacte les ventes de pneumatiques qui sont fabriquées en France, plus particulièrement, mais également dans toute l'Europe. Ça représente quoi d'ailleurs les pneus chinois aujourd'hui dans les ventes ? Alors en ce qui concerne les pneumatiques touristes pour les particuliers, les véhicules légers, c'est 20% aujourd'hui la vente de pneumatiques budget. Et ça, je vous l'avais déjà dit, pour la première fois, et c'est historique, sur le marché français, qui est un marché habituellement orienté vers les pneumatiques haut de gamme, vers les pneumatiques premium. Pour la première fois, la part des pneumatiques premium est descendue en dessous de 50%. Donc il y a une vraie tendance à l'achat de pneumatiques moins chers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que effectivement, quand on choisit d'acheter des pneumatiques fabriqués en Asie, on ne fait pas du bien à l'industrie européenne. Mais en même temps, on peut comprendre, même
si on sait que pour les produits chinois, enfin, en tout cas pour les pneus, c'est quand même pas très bien en termes de qualité, mais on peut comprendre, il y a l'inflation. Enfin, on n'a pas tous les moyens d'acheter des pneus neufs de grande qualité. Enfin, il y a un vrai souci. Est-ce que les fabricants ne pourraient pas baisser un peu leur prix? La CGT dit d'ailleurs, en parlant de Michelin, dit les pneus sont trop chers. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Alors, c'est vrai que les pneus sont chers. Enfin, pour faire une relation, on a 2 pneus chinois basiques, probablement pas de très bonne qualité, mais pour le prix d'un pneu Michelin. Donc ça, effectivement, les pneus sont chers. J'avais expliqué déjà que le fait que le parc ait basculé vers des SUV augmente le prix du pneu, puisqu'en fait, ce sont des pneus qui sont plus gros, plus lourds. En conséquence de quoi, ils sont plus chers. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça, quand l'utilisateur, quand l'automobiliste moyen achète son SUV, concessionnaire, il lui dit pas attention, quand vous allez changer vos pneus, ça va vous faire mal. Alors, il y a un journaliste que je connais qui s'appelle Jean-Luc Moreau, quand il fait les essais voitures. Oui, il va bien, il va très bien. Il le dit, quand vous prenez l'option avec des roues plus grandes, avec des pneus plus larges, non seulement vous allez consommer plus, mais ça va être moins confortable, vous allez consommer plus, mais surtout le pneumatique risque de vous coûter 2 fois le prix de la roue de base qui est disponible sur le modèle. Alors, il faut y penser. Je voudrais poser une vraie question, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio, avec vous, Dominique Semfel, président du syndicat du pneu. On l'entend, et même nous les premiers, on l'a dit, attention, les pneus chinois ne sont pas de bonne qualité, il y a un problème de sécurité sur la route, etc. Est-ce que c'est pas, vous allez voir où je veux en venir, est-ce que ce discours n'est pas vrai, et est-ce que ce discours est vrai, et est-ce que c'est pas simplement pour contrecarrer la vente? Non, c'est vrai. C'est vrai, Laurent, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous comprenez ma question, parce que j'en entends parler. Les gens disent oui, mais vous le dites exprès pour pas qu'on achète les... Pas du tout. Il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé la Dacia Spring nouvelle génération, qui a toujours des pneus chinois, des Linglong, et le plus gros défaut de la voiture, c'est ses pneumatiques. Alors, ils sont moins mauvais que ceux de la génération d'avant, qui était juste catastrophique. Et là, on sent que la voiture dans les virages, elle prend du roulis, les pneus à la moindre accélération ils crissent, et sur le mouillé, on n'a pas le sentiment quand on tient le volant de savoir où sont les pneus sur la route. On n'a pas ce sentiment d'adhérence. Franchement, c'est pas à la fois pas rassurant, et en plus c'est des pneus qui ont une longévité qui est plus faible. Donc c'est pas un bon calcul de se dire j'économise en achetant des pneus asiatiques. C'est pas un bon calcul sur le long terme. Dominique. Alors je vous renvoie à l'essai comparatif qui a été fait par le Touring que vous avez commenté, où Julien Berthaud a commenté il y a 2 semaines sur votre antenne. Effectivement, il y a une relation assez directe entre le prix du pneu et ses qualités dynamiques, ses performances de sécurité. Il y a effectivement des pneus chinois qui sont très mauvais au point d'être dangereux. Après, il ne faut pas jeter l'ensemble de la production chinoise. Il y a des produits qui ont un excellent rapport qualité-prix et qui peuvent convenir à certains usages locaux pour des utilisateurs ou pour des véhicules qui sont pas exigeants. Donc il faut bien faire la part des choses. Il y a une chose qu'on oublie. Là, ils ont l'avantage, c'est de correspondre à la demande du marché et au budget de plus en plus serré des automobiles. Oui, et puis il y a quand même juste une chose qu'on oublie, c'est que c'est pas pour être patriotique à 100% et bêtement patriotique, c'est qu'on a des salaires aujourd'hui en France qu'ils n'ont pas en Chine. C'est-à-dire qu'à un moment, faut aussi, faut se mettre devant le miroir et se dire, je veux quoi? Je veux continuer à garder mes salaires, donc je préfère mettre un peu plus cher dans un pneu d'un manufacturier français ou européen, mais je garde mes salaires plutôt que d'aller gagner 200 € par mois en Chine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Dominique? C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais de ça, mais c'est plus cher chez nous parce qu'on a des salaires plus élevés aussi. C'est sûr, mais il y a une autre raison qui est une raison technique, c'est que les manufacturiers européens, dont Michelin, ont choisi de produire les pneus les plus sûrs possibles, donc avec des matières premières qui permettent à ces pneumatiques d'être sûrs, et ces matières premières ont un coût. Et puis la deuxième raison, et ça c'est sans doute un coup d'avance qu'ils ont sur le futur, c'est qu'ils fabriquent des pneus qui sont de plus en plus éco-responsables, donc qui sont moins polluants en termes d'utilisation, c'est-à-dire qu'ils sont moins consommateurs d'énergie, que ce soit de l'électricité ou que ce soit du carburant, et puis également qui sont moins polluants parce qu'ils émettent moins de particules fines. Donc ça, c'est clair que la réglementation européenne va devenir de plus en plus serrée, que là-dessus les manufacturiers européens sont en avance, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation qui impose d'acheter ce type de pneumatique. Oui. Est-ce que justement les manufacturiers communiquent suffisamment sur ces avantages qu'ils ont aujourd'hui en termes techniques sur les pneus? J'ai pas le sentiment, moi. Alors
les manufacturiers, oui, parce que au-delà de la guerre technologique, il se mène une vraie guerre de communication. Par contre, et ça, moi, je me permets de le rappeler systématiquement à nos adhérents, je pense que dans les points de vente, il y a des efforts à faire et qu'il faut absolument que le consommateur il achète son produit en connaissance de cause. Ouais. Et c'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est la mort annoncée des manufacturiers en France et en Europe ou pas? Alors c'est pas la mort annoncée, mais la des emplois. Elle est quand même pas très bonne. Alors on parle effectivement de Monsieur, Madame, tout le monde, mais il faut aussi parler de la première monte. En fait, les manufacturiés s'étaient installés dans le nord de la France, à proximité des sites de production automobile. Aujourd'hui, ces sites désertent la France. Pour une grande partie, ils sont partis en Europe de l'Est, et effectivement, pour des raisons de logistique, de coûts logistiques, les fournisseurs de pièces automobiles, dont le pneumatique, se sont rapprochés des usines de fabrication de l'industrie automobile. C'est logique. Donc ça, c'est clair que là aussi, en fait, 2/3 des pneumatiques qui sont fabriqués en France sont destinés au remplacement, mais 1/3 est destiné à la première monte. Et ce tiers-là, effectivement, il suit l'industrie automobile. Lorsque l'industrie automobile se déplace, ses fournisseurs se déplacent également. Ouais. Bon, moi j'ai fait un geste pour Michelin aujourd'hui, cet après-midi, et les 4 pneus de la Yaris seront changés pour des Michelin. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut, on peut jouer. Moi je comprends quand on n'a pas les budgets, bien sûr, mais il faut pas. Je pense, mais attention, ce que je vais dire n'est pas moraliste du tout, et vraiment, c'est pas le style de la maison. Mais il vaut peut-être mieux penser acheter du Michelin ou au moins un manufacturier européen, même si ça coûte un peu plus cher, en pensant que moi demain, j'ai pas envie de gagner 200 € par mois. Voilà. En pensant aussi que au-delà de sauver des manufacturiers et des maisons françaises ou autres, j'ai pas envie de tomber sur des salaires. C'est dommage que je viens d'avoir Patrick Roger au téléphone qui me disait que... Mais non, mais moi, alors évidemment, on va apporter toute notre tendresse à l'usine de Cholet et Niort, où les gars, enfin voilà, quand on moi, j'ai perdu mon boulot il y a 2 ans d'une façon violente. Je peux vous dire, enfin l'un de mes boulots, je peux vous dire que ça fait bizarre de perdre son travail quand on a un certain âge. On l'a tous vécu. Ouais. Donc toute notre tendresse vis-à-vis des employés évidemment de ces 2 usines et pour vous aussi notre tendresse, Dominique. Ouais. Et puis bon salon de Lyon, puisque vous êtes à Époque Auto, je crois. Oui, alors j'ai débriefé ce matin avec quelqu'un que vous connaissez bien, François A. Oui, on l'adore. On est effectivement d'accord tous les deux. Le salon est magnifique, il est encore plus beau que d'habitude, il y a un hall supplémentaire. C'est un salon qui est populaire, qui est bon enfant, et c'est absolument magnifique. Et puis en plus, le public le reconnaît, puisqu'ils ont continué à progresser en termes de visitorat hier de manière importante. C'est top. Embrassez tout le monde. Voilà. Embrassez tout le monde, Dominique. Moi, je les encourage à aller voir ce salon. Très beau salon. C'est magnifique. Époque Auto à Lyon. Merci beaucoup. On en parle tout à l'heure. Ouais, on va en parler. On vous embrasse Dominique, fort et embrassez François A de notre part. Acheter français, tiens. Oui, bon, ok. Bon, ça regarde que moi, mais si on pouvait sauver un peu notre industrie, ce serait cool. Bon, je me tais parce que j'en ai trop dit. On va accueillir Eric dans quelques instants. On a une question sur les radars qui vont encore nous prendre des sous. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes évidemment toujours en votre compagnie. N'hésitez pas, vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio, nous appeler au 0800 26 300 300. C'est ce que fait Eric. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Oui, voilà. Ça va, impeccable. Sur Nîmes, il pleut. Un peu de pluie là-bas, ça va? Ça sera pas trop méchant, parce qu'avec toutes les inondations, maintenant on a peur de la pluie. Non, c'est très léger, voilà, bon, c'est pas... Bon. On vous écoute, on va accueillir Alexandra Legendre, qui est responsable du pôle études et communications de la Ligue des défenses des conducteurs, pour répondre à la Bonjour question. Alexandra, pour discuter. Pour débattre. Alors Eric, il est très inquiet à propos de l'annonce qui a été faite en début de semaine, des nouvelles fonctionnalités des radars. On n'aime pas du tout, moi non plus. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alors Eric, on vous écoute. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette histoire de licence de sécurité. Ça pose pour moi 4 problèmes. Le premier problème, par cette mesure, je me dis, on a trouvé la solution pour doubler le nombre de gens qui vont rouler sans permis. Voilà, je le vois comme ça. D'accord. La deuxième raison, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je fais le trajet entre Nîmes et Alès. Nîmes-Alès, c'est une 2 fois 2 voies. Il y a un seul radar sur le trajet. Donc j'arrivais tranquillement sur le radar, une voiture qui m'a doublé, elle s'est rabattue devant moi.
Voilà, à hauteur du radar. Et elle a même freiné parce qu'elle s'est dit, pour pas se faire. Donc moi, je la collais. Ça veut dire que j'étais en faute. J'étais en faute par sa faute. Donc à mon avis, cette histoire de distance va poser problème. Troisième problème. Il est dit, je regarde un petit peu sur Internet, comment on calcule la distance de sécurité. Pour 50 km/h, il faut prendre le 5 et le multiplier par 6. Ça fait 30 mètres. Pour 110 km/h, on multiplie 11 par 6. Ça fait 66 mètres. Alors moi, je défie quiconque de savoir, sur cette route à 110, que je suis bien à 66 mètres de la voiture qui me précède. Ça va être compliqué, je ne vais pas prendre de voiture pour mesurer. Sur certains axes, vous avez la ligne latérale qui vous indique... Oui, alors je voulais vous en parler. La ligne latérale, effectivement, j'ai regardé. Je me suis amusé à regarder la ligne. Mais comme la route défile, on n'a aucun repère. Moi, je suis désolé, mais aucun repère. Quand bien même, je vous donne un exemple. Vous êtes sur l'autoroute, on vous dit que c'est 2 bandes blanches à 130. Mais si vous roulez à 120, c'est plus de bandes blanches, il est où le repère ? C'est ingérable. Alors, on vous sent en colère, là, Eric, on vous sent en colère. Je partage. Moi, si vous... Non, mais de toute façon, en plus, ils font appel à l'intelligence artificielle. Moi, je dis qu'il faudrait commencer par faire appel à l'intelligence tout court, mais on est d'accord. Mais vous savez quoi, Eric ? En Allemagne, sur les portions d'autoroute qui sont non limitées, parce que certaines portions sont non limitées. Alors, il y en a qui sont non limitées en permanence, d'autres qui ont des limites de vitesse en fonction de la densité du trafic. Mais vous pouvez être verbalisé. Il y a des radars sur les portions non limitées. On peut se dire, tiens, pourquoi il met des radars sur les portions non limitées ? Eh bien, c'est des radars d'interdistance. Vous pouvez être verbalisé si vous êtes trop près de la voiture devant. Voilà, donc ils mesurent l'écart entre ça existe déjà en Allemagne et on peut être verbalisé sur des autoroutes sans limitation de vitesse. Donc ça arrive chez nous. Alors maintenant, n'imaginons pas que toutes les voitures qui sont un peu trop près les unes des autres vont être verbalisées. D'ailleurs, Alexandra, il n'y a peut-être pas que l'interdistance qui va être vérifiée par ces radars qui font la vaisselle et le repassage. Non, en effet, on va pouvoir aussi surveiller beaucoup de choses, y compris à l'intérieur de l'habitacle, puisqu'on va pouvoir voir si vous n'avez pas votre ceinture ou si vous avez votre téléphone collé à l'oreille, entre autres, parce qu'il y aura plein d'autres fonctionnalités qui ont déjà été envisagées depuis longtemps. Alors certaines peuvent nous paraître du bon sens, c'est-à-dire ne plus mettre sa ceinture de sécurité aujourd'hui dans une voiture, ça pose beaucoup de questions. Après, c'est effectivement sur l'interdistance que nos sympathisants, nous, à la Ligue de défense des conducteurs, se posent le plus de questions. Exactement comme votre auditeur. Alors déjà, première chose, il n'y a pas encore d'homologation pour cette annonce. C'est-à-dire qu'effectivement, cette précision a été apportée dans tous les documents budgétaires qui accompagnent le projet de loi de finances dont on parle beaucoup en ce moment. Mais le processus d'homologation n'est pas terminé. Donc pour le moment, rassurez-vous, il n'y a toujours pas de PV pour les interdistances. Mais comme vous l'avez dit, Jean-Luc, c'est déjà possible outre-Rhin, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas chez nous. Le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se rabat plus vite devant moi et qui fait que c'est moi qui ne vais pas respecter l'interdistance. En fait, on ne sait pas très bien. Normalement, il devrait y avoir, il est prévu, non, qu'il y ait un film au-delà des photos, qu'il y ait une séquence d'images qui soit tournée. C'est ça. On ne sait pas si c'est une séquence de photos ou un film, effectivement, une mini-vidéo. On n'a pas de fiche technique là-dessus. On sait qu'effectivement, l'intelligence artificielle va permettre d'avoir de moins en moins de faux. C'est-à-dire qu'elle va apprendre d'elle-même. Vous savez, dans tous les domaines, l'intelligence artificielle apprend très vite grâce à des capacités de calcul et d'algorithmes qu'on ne peut pas imaginer. Et qu'effectivement, il y aura de moins en moins de faux. Mais tout est là aussi, c'est-à-dire que combien de personnes vont se faire verbaliser en attendant que l'intelligence artificielle soit peaufinée, et donc il faudra contester, et quelle voix, quelle oreille va nous entendre quand on pourra, quand on dira mais je comprends pas, je viens de me faire doubler, et c'est pas de ma faute. Donc là il va y avoir une période de flou, et cette période on ne sait pas combien de temps elle va durer. Mais Alexandra, là on parle de choses, de la ceinture de sécurité, du téléphone au volant, on a évoqué en début d'émission le fait que les gens n'allaient pas au contrôle technique et n'étaient pas assurés. C'est pas plus simple de vérifier si les gens sont assurés, n'ont pas de contrôle technique? Mais bien sûr, il y a tellement de choses à faire qui sont prioritaires en matière de sécurité routière.
C'est toujours pareil. En fait, nous, on ne peut pas s'empêcher de se poser comme question. C'est quoi l'objectif final? Est-ce que c'est pas ça on le connaît. Ça, si vous vous posez la question, moi je peux vous le dire, ce que c'est l'objectif final. Le budget de l'État. La répression routière en 2023, elle a rapporté plus de 2 milliards d'euros. Ah, quand même. Oui, c'est un petit record. Et je crois que c'est 790 millions rien que pour le contrôle automatisé sans les amendes majorées. Donc juste. Et où va l'argent? Où va l'argent des radars? Alors ça, c'est la grosse nébuleuse, c'est-à-dire que l'État nous explique qu'il y en a 63% qui vont dans la sécurité routière, les infrastructures. Pour nous, on en est effectivement très loin. Déjà à l'origine, en 2003, quand les radars ont été créés, c'était 100%. C'était sur la vie de ma mère. Je vous donne tout, ce sera comme tout pour vous. La vie de ma mère. C'est absolument pas le cas. Et c'est pas non plus 63%, parce que le problème, c'est que une fois que le budget a été dispatché entre l'ANTAI, vous savez, l'agence de traitement des infractions, entre des entêtements de l'État, parce que l'État fait une ponction de plusieurs centaines de millions d'euros pour sa petite dette, vous savez, la petite dette qui traîne derrière. Il y a aussi énormément de budget, il y a près de 800 millions qui vont aux collectivités, et c'est là aussi où la nébuleuse se forme, c'est que les collectivités, pour tracer leurs dépenses en matière de sécurité et d'infrastructure, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Et on n'est pas les seuls à se poser des questions, puisque la Cour des comptes, depuis des années, alerte sur le fait que personne ne comprend rien à ces recettes, au fléchage des recettes. Alexandra, là, on a un vrai souci. On va devoir malheureusement conclure, mais là c'est un gros sujet aussi. Alors, mais moi je vais vous donner un conseil. Pour éviter d'être verbalisé à tort avec ces interdistances quand ça arrivera. Vous achetez une petite dashcam. Aujourd'hui, ça vaut moins de 100 €. Vous l'installez dans votre voiture. Ça vous permettra, en cas d'accident, de justifier que vous n'étiez pas responsable ou responsable. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pour justifier que vous n'étiez pas responsable. Donc, s'il y a une voiture qui se rabat devant vous au moment où vous êtes verbalisé, la dashcam, aujourd'hui, c'est considéré que... par la justice comme un élément de preuve. Donc vous pourrez toujours produire la vidéo pour dire, écoutez, voilà, il s'est rabattu devant moi. D'ailleurs, la vidéo, on peut pas modifier. Il y a une date, heure enregistrée, le point GPS. Donc ça sera une solution. Il va falloir se défendre comme ça aujourd'hui, malheureusement. De toute façon, et puis ça va demander de l'argent de se défendre. On va en dépenser nous, et puis l'État aussi. Il y a des voitures qui sont équipées d'origine, déjà. Oui, je sais bien. Mais non, mais même après, quand on rentre en procédure et tout, c'est compliqué. Bon, désolé Eric et désolé Alexandra, on est obligé de vous laisser. Parce que là, ça court ça court l'émission. Là aussi, c'est un sujet qu'on va refaire et on vous proposera de venir aussi en studio parce qu'il y a pas mal de réactions aussi sur Facebook. Voilà, ça nous énerve tous et au lieu de nous embêter, il y a d'autres choses à faire. Enfin bref, ça commence à devenir n'importe quoi ces histoires de radar. Dans quelques instants, on va aller se promener auprès d'une voiture qui a été vendue 9 millions de dollars et c'est une épave. Ouais, on en parle en détail. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous allons tout de suite accueillir Benjamin Arnaud, qui est directeur des ventes France de RM Sotheby, qui est président fondateur de Car Héritage et qui est aussi un grand spécialiste du patrimoine automobile. Waouh, quel CV. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Merveilleusement on va bien. Pas mal. Ouais. Vous êtes donc sur Époque Auto, Benjamin. Alors exactement, je vous parle en direct du salon Époque Auto à Lyon. Donc nous on est jaloux. Beau salon, lyonnais qui est très sympa. Beau salon avec plein de voitures rutilantes et tout l'inverse de ce dont on va parler maintenant parce qu'on va évoquer. Si on y faisait une émission l'année prochaine. Oui, on pourrait y aller effectivement. Venez, c'est un salon très sympathique. Bon, parce qu'on va parler de la vente d'un. Alors c'est un entrepreneur qui s'appelle Rudy Klein. Il était boucher, il a été distributeur Porsche et ensuite il est devenu casseur. Boucher Porsche. Et il a entassé pendant des années. Alors entre 1970, enfin des voitures de 1930 à 1970, il les a entassées. Alors des voitures dans un état absolument pitoyable. On en voit sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a eu une vente et c'est ça qui est remarquable, c'est que une vente au total 29,6 millions de dollars pour des voitures qui ressemblent même plus à des voitures certaines et avec un record une Mercedes 300 SL qui a atteint, je vais vous laisser le dire parce que ça fait froid dans le dos, on va voir, il y a des images qui passent en même temps pour ceux qui nous regardent en vidéo. Alors, elle était estimée entre 4,5 et 6 millions de dollars et elle a fait un résultat exceptionnel de 9 millions
355 000 $, frais inclus, ce qui effectivement est un prix très important. Alors c'est une voiture exceptionnelle parce que c'est une des 29 300 SL avec une carrosserie alu et la seule qui aurait été livrée à l'époque dans une couleur noire. Donc c'est une voiture effectivement exceptionnelle, mais le prix il est tout autant. Donc oui, il y a une effervescence autour de ce trésor accumulé pendant près de 50 ans et proposé aux enchères et remis au bout du jour. Oui, parce qu'il est mort en 2001, le Exactement. fameux Rudy Klein. Donc il a fallu un petit moment pour que les voitures, qui étaient stockées quand même pour la plupart à l'extérieur, hein. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'était vraiment une casse à ciel ouvert et il avait stocké des voitures exceptionnelles, hein, parce qu'on parle évidemment de la 300 SL alu, mais il y avait aussi des Lamborghini Miura, il y avait des Mercedes avec des carrosseries tout à fait particulières. Ce qui est exceptionnel, c'est à la fois la qualité des voitures par de conservation, mais la qualité des modèles, c'est-à-dire leur rareté, leur beauté, et puis surtout le nombre. C'est-à-dire que c'est une succession de voitures, pour la plupart en état de carcasse, et ainsi de nombreuses pièces détachées. C'est-à-dire qu'il y avait de quoi refaire des moteurs, refaire des carrosseries en entier. Et c'est effectivement un trésor préservé à l'abri de regards pendant des années qui a été remis encore une fois. Alors, Laurence a flashé sur une voiture qui est passée, je vais lui dire ce que c'est. C'est le prototype de l'Iso Griffo Spider qui est signé Berton. Bon. 1 875 000 $, Laurence. Mais j'ai un ami, il s'appelle François A, et il a une émission qui s'appelle Vintage Mécanique. Ah oui, il y a du boulot là. Là, on voit, il y a une 356 à l'image. Là, il manque la moitié avant, pratiquement. Mais on peut plus rien en faire de ça. Oui, alors c'était la question que j'allais vous poser. Derrière la plupart des voitures, on peut même pas les restaurer, Benjamin. Alors il y a plusieurs raisons qui poussent les collectionneurs à se porter acquéreurs. D'abord, pour certains, effectivement, ça peut être l'occasion d'obtenir des pièces qui viennent compléter. Ça, c'est une Ferrari. C'était. Ah oui, il y a des voitures qui sont vraiment en l'état d'épave. Mais il y a des pièces qui peuvent venir compléter effectivement des projets de restauration en cours. Tiens, ça, c'est la voiture Jean-Marie Bordry, ça. Et puis il y a des voitures, il y a aussi des choses qui permettent effectivement d'accéder à des modèles et qu'on trouve plus sur le marché. Et encore une fois, il y a dans le phénomène de la restauration le même principe que le jeu de Lego, c'est-à-dire que le Lego, votre plaisir, c'est de le monter. Ouais. Une fois qu'il est assemblé, il est déjà assemblé et vous avez déjà fait une part du chemin. Le projet de restauration est très excitant parce que vous allez mener à bien la résurrection d'un modèle. Et ça, c'est ce qui effectivement explique aussi le succès de cette vente-là. D'accord. Et puis, on peut aussi, on a acheté, faut pas se le cacher, on a acheté aussi des numéros de série qui vont permettre de refabriquer entre guillemets des vraies voitures. Et puis pour ceux qui prennent l'émission en route, c'est Rudy Klein avait une casse à Los Angeles. Ouais. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi. Alors, il y a ça, le marché américain est très porteur encore aujourd'hui. C'est ça que j'allais vous poser comme question. Le marché, il en est où aujourd'hui? Parce que on a le sentiment que tout est un peu à l'arrêt, mais pas aux États-Unis en tout cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est très beau se vend toujours très bien, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais il y a effectivement cette quête du trésor caché. C'est-à-dire que ce qui a été, à mon avis, facteur de succès dans cette vente-là, c'est le fait de se dire que j'accède à des voitures qui n'ont pas été vues depuis, pour la plupart, des dizaines d'années. Et donc ça, c'est on vous entend mal. En fait, vous avez acheté le téléphone à la vente. C'est ça, votre téléphone. Non, j'ai un téléphone tout neuf. On vous a eu, là, vous êtes fait arnaquer. Non, pardon. Non, c'est qu'on perd un peu le réseau, pardon. Oui, parce que... je disais que ce qui a contribué au succès, c'est... Non, ça vous va, avez bougé, on vous entend plus bien, Benjamin. Vous étiez bien au début. J'ai pas bougé. Ah oui, mais en fait, il y a trop de monde au salon et le réseau doit être un peu saturé. Vous avez payé votre facture, c'est ça? On peut pas tout faire non plus. Non, si vous pouvez m'envoyer justement l'argent par la poste. Ça coupe. Désolé. Ouais. Alors on disait donc ce qui est rare et beau se vend encore bien, donc on pourra vendre facilement Laurence. Mais je le prends comme un compliment, j'avoue. Voilà. Je suis rare et belle. Et est-ce que en Europe, le marché de la collection, là, parce qu'il va y avoir quelques ventes RM Sotheby's bientôt, il y en a eu certaines auparavant, est-ce que tout est parti? Est-ce que c'est parti au prix? Comment ça se place par rapport à cette vente américaine? Alors effectivement, post-Covid, on a eu une accélération du marché. Là, le marché il est plus raisonnable, on va dire qu'il est plus cohérent, en ce sens que
Ce qui est beau et au juste prix se vend évidemment bien. Certaines voitures sont toujours bien orientées au niveau de leur code, d'autres évidemment ont un peu moins les faveurs des collectionneurs. Et puis il y a des phénomènes, par exemple il y a eu, si je prends un exemple, les Jaguar Type-E qui est un mythe de la collection, on a eu beaucoup qui ont été bien restaurés ces dernières années, donc beaucoup sont disponibles sur le marché. Donc c'est une voiture qui est peut-être aujourd'hui un petit peu plus compliquée à vendre au prix. Mais par contre on peut l'acheter, on fait des bonnes affaires parce qu'elles sont en bon état, elles ont été restaurées et elles sont moins chères, donc ça vaut le coup. Après nous ce qu'on dit toujours c'est que ce qui compte c'est le vecteur, c'est que le vecteur soit la passion, c'est-à-dire que si vous avez envie d'une voiture, peu importe si son prix monte ou descend, bon, évidemment s'il monte c'est toujours un plus, mais voilà. Mais les ventes vont plutôt bien. Les ventes vont plutôt bien et l'époque auto témoigne là en direct du nombre d'amoureux de l'automobile ancienne. Benjamin, en tout cas, on va y aller d'ailleurs hein, dans moins de 3 minutes maintenant. On va retrouver Pierre Creva qui est responsable communication du salon Époque Auto. Merci beaucoup Merci Benjamin, bonne visite. Et puis à bientôt en studio avec nous aussi. Hein. Directeur des ventes France Armstos Bis. Je ne vais pas tout dire parce que sinon on va avoir besoin d'une heure d'émission supplémentaire. Juste, je voulais partager quand même quelques réactions. Il y a Stéphane, le 3e co-animateur, qui dit, en voyant les photos des voitures, est-ce que la poussière est livrée avec? La poussière est inclue. Il y a Anne qui nous dit, pas pour nous tout ça, mais en même temps, Anne, rêver ne coûte rien. Voilà. Et Anne qui annonce qu'elle fait une paille là aujourd'hui. Bon appétit. Et si vous passez à table 11h40, c'est un peu tôt. Vous nous envoyez l'adresse. Anne, on passera avec Jean-Luc. Bon allez, à tout de suite. On revient sur Époque Auto dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et pour tous les amoureux de belles voitures, on va tout simplement s'arrêter sur le salon Époque Auto avec Pierre Creva, qui est responsable communication du salon. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour aux auditeurs. Merci on a déjà évoqué Époque Auto précédemment avec Dominique Stemfeld, en gros, que vous avez dû croiser. Et puis, on vient d'en parler à l'instant avec Benjamin Arnault. Alors déjà, Époque Auto, Lyon. Le salon. Alors je voulais vous commencer par une question un petit peu gênante. On sait que les TGV pour aller de Paris à Lyon vont à la vitesse d'un escargot malade. Est-ce que ça impacte le nombre de visiteurs pour le moment ? Alors, pour le moment, pas du tout, parce que sur le premier jour, nous avons une progression du nombre de visiteurs de plus de 10%. Donc, je croise les doigts, mais on n'a pas d'impact sur les restrictions de circulation des trains. Ça fait combien d'années qu'il existe le salon Époque Auto ? Alors, c'est la 45e édition et le salon a une organisation atypique parce que nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des bénévoles du club Les Amateurs d'Automobiles Anciennes, qui est un club de voitures anciennes et motos aussi lyonnaises. D'accord, pour des bénévoles, vous débrouillez pas mal parce que cette année, il y a encore plus d'espace que d'habitude. 88 000 mètres carrés, c'est ça ? Ça représente combien de halls ? Alors, nous avons 7 halls et pour donner une idée aux auditeurs de la surface, c'est l'équivalent de 9 terrains de foot. Quand même. Vous attendez combien de visiteurs là ? Je sais que c'est un peu prématuré, peut-être qu'on n'est qu'à la moitié, ça a ouvert hier. Alors, nous attendons 85 000 visiteurs. C'est pas mal. Ouais. Et puis le site est beau, hein. À Lyon, c'est très sympa. On y mange bien. Et il fait beau. On est d'accord, c'est le deuxième plus grand salon français de véhicules anciens. Alors, c'est le deuxième salon en termes de visiteurs, mais nous avons plus de surface que nos collègues parisiens. Mais de rétromobile, par exemple ? Oui, alors vous le citez. Bah oui, mais on parle vrai. mais on n'est pas du tout positionné sur le. C'est un salon plus populaire. Bon, c'est un salon plus populaire, il y a quand même 1500 véhicules ou à peu près qui sont exposés. Alors c'est quoi les grands thèmes d'exposition qu'on peut voir pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir ce salon ? Alors, je dirais pour résumer, à Époque Auto, on trouve tout ce qui roule. Que ce soit des 2 roues, nous avons plus de 200 motos, nous avons des voitures sportives avec les 60 ans de la Formule 3, nous avons des voitures de course de chez Matra, nous avons les voitures de rallye
de l'époque Guy Fréquelin. Nous avons des voitures de prestige avec la collection Bertone. On a une vingtaine de prototypes de chez Bertone avec des modèles inédits. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je suis sûre que je ne suis pas la c'est seule. un carrossier italien. Voilà. C'est les grandes années, en fait. Certaines des plus belles voitures italiennes. Moi, par exemple, idée de cadeau de Noël, une Lamborghini Mura. Voilà. Alors, pas celle qu'on a vue tout à l'heure en image, qui était quand même un petit peu fracassée. Mais voilà, ça, c'est carrosserie Bertone. Donc, certains des modèles les plus emblématiques de la production italienne ont été dessinés chez Bertone et certaines même construites chez Bertone. Et la particularité de l'expo que vous avez, il y a 24 voitures, c'est qu'il y en a certaines qui n'étaient jamais sorties de leur écrin en Italie. Tout à fait, tout à fait. C'est une collection de voitures dont la plupart ne sont jamais sorties d'Italie et qui font partie du patrimoine industriel italien et qui ne peuvent sortir qu'avec l'accord du gouvernement italien. Ah oui, c'est comme la Joconde. Alors il y a quoi dans cette expo Bertone là qu'on puisse détailler un petit peu. Alors bon, il y a évidemment une Mura, on est d'accord. Alors, il y a une Lamborghini Mura. Elle est de quelle couleur? C'est pour savoir si c'est celle que je prends pour Noël. Elle est rouge. Ah ouais, bah ça ira. J'aime mieux orange, mais bon, rouge, ça ira. Il y a aussi la Lamborghini Countach. Ah, j'aime bien celle-là. Et puis, il y a des modèles vraiment très innovants. Il y a une NSU avec quatre places. Les deux places avant sont très resserrées et les places arrière sont très écartées, si bien que les quatre passagers ont une vision directe sur la route. Voilà, sur la route. Il y a aussi une Cadillac Villa. C'est un espèce de monospace avec les quatre portes qui sont vitrées. On dirait une bulle. Ah oui. Non, il y a des voitures exceptionnelles. Il faut savoir que le carrossier Bertone travaillait sur des concepts à la demande des constructeurs. Certains modèles ont été acceptés par les constructeurs et mis en production, mais la plupart sont restés à l'état de concept car. D'accord, donc Expo Bertone exceptionnel. On a parlé de Matra tout à l'heure, alors un peu de cocorico quand même, et c'est vrai que Matra, il y a le passé sportif avec la Formule 1, avec les courses d'endurance, avec des véhicules de série aussi, hein. Le Renault Espace, c'est un projet Matra. Il y a combien de véhicules sur l'Expo Matra? On y voit quoi? Alors, Matra, nous avons une vingtaine de véhicules avec des véhicules de compétition. Effectivement, la Matra victorieuse du Mans avec l'équipage Larousse Pescarolo qui nous font l'honneur d'être sur le salon et de signer des dédicaces. Ah oui. Mais il y a des voitures plus connues comme la Murena, la Baguera et bien sûr l'Espace. Hein. Il faut rappeler que Matra a été innovateur dans le concept du monospace. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et puis bon, alors il y a des moteurs de F1 parce que moi j'ai un hit parade du son des voitures et vous allez voir, tiens, ça va faire une transition. Les moteurs les plus mélodieux, il y avait le 12 cylindres Matra qui était absolument extraordinaire en sonorité, mais vous avez une voiture sur le salon qui a un son qui est encore plus fabuleux et qui pour moi, j'en ai encore des frissons quand j'y repense parce que j'étais aux 24 heures du Mans quand elle a gagné les 24 heures du Mans. Vous exposez la Mazda quadri-rotor, donc un moteur rotatif qui a gagné les 24 heures du Mans aussi cette année. Alors oui, sur le stand de Youngtimer, et peut-être que plus tard on parlera. Oui, on va voilà, la transition elle est là, on passe par le Mans et on arrive au Youngtimer. Donc nous avons la Mazda 787B. Donc c'est la seule voiture à moteur rotatif quadri-rotor qui a gagné le Mans en 1991. Ouais. Mazda a essayé plusieurs fois. Et ils ont réussi avec cette voiture. Et l'année suivante, le règlement a interdit les moteurs rotatifs. Ouais, et ça faisait un bruit de sirène. J'étais au Mans, c'est moi qui commentais les 24 heures du Mans pour M6 à l'époque. Et quand la voiture passait dans la ligne droite des stands, il y avait pourtant d'autres voitures avec des bruits de moteur sympas. Il y avait des Jaguars avec des 12 cylindres. Ça sonne déjà bien. Mais quand la Mazda arrivait et qu'elle
l'accélérait plein pot dans la ligne droite des stands. Il y avait une résonance et on avait l'impression que c'est une sirène, un truc absolument, moi j'adore ces sons-là. Absolument incroyable. Donc grande mode en ce moment. Vous avez cité le nom des Youngtimers. C'est vrai que c'est là. Il y a eu une vente. Plaisir à Cédric, notre. Il y a eu une vente aux enchères d'ailleurs de Youngtimer hier qui a plutôt pas mal marché. J'ai regardé les résultats. On est plutôt dans le haut de la fourchette des estimations. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme voiture? Non, mais au moment où je regardais, il y avait une R5 GT Turbo, donc un truc un peu classique, mais 20 000 euros quand même. Ah, quand même. Voilà, donc grande tendance, les Youngtimers. Alors, pour nous, c'est une première. Cet ajout d'une vente dédiée aux Youngtimers le vendredi, en plus des 2 autres ventes dédiées aux motos et aux voitures de collection. Et effectivement, la vente s'est bien passée. Notamment, nous avions la Twingo avec la carte grise, toujours au nom de Jean-Paul Belmondo. Ah ouais. Et elle s'est vendue combien, cette Twingo? Vous savez pas? Je suis désolé. Vous savez pas ou vous pouvez pas le dire? Si, je peux le dire, mais je ne sais pas. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Donc, place plus importante accordée aux Youngtimers, avec une expo, alors une catégorie qui va paraître bizarroïde pour les Français que nous sommes, mais qui a beaucoup de succès au Japon, parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, on a le droit d'acheter que des petites voitures. Oui, c'est ce qu'on appelle les K-Cars. Les petites voitures clean. Ouais. Alors, les K-Cars, ce sont des voitures de petite dimension. Qui ont été très très peu diffusées en France. Il faut se rappeler aussi qu'il y a encore pas très longtemps, il y avait des quotas sur l'importation des véhicules japonais, parce qu'on a oublié de dire que le plateau Youngtimer est dédié aux voitures japonaises cette année. D'accord. Donc on va trouver des voitures comme la Honda Beat ou la Tommy Kera. La Honda quoi? B-E-A-T. Beat. Voilà. Il y a aussi la Nissan Figaro. Ah, moi j'adore cette voiture. Oui, la Nissan Figaro toute ronde, exactement. On en voit circuler quelques-unes chez nous, mais il y en a assez peu en fait. Là vous dites on est sur Époque Auto, donc elles sont un peu de collection, elles sont un peu de quelle année celles-ci? Oui, là on a dépassé les. On va 90. On a dépassé les 30 ans pour certaines. Donc c'est des voitures qui peuvent prétendre à une carte grise de collection désormais. Et d'ailleurs, je vous fais, c'est pas un scoop pour vous, l'ami Jean-Luc, je sais que vous le savez, mais en France, on a pas mal de constructeurs. Il y en a un que je ne nommerai pas tout de suite, qui est en train de travailler sur le projet des K-Cars pour la France. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Pour l'urbain, évidemment. Vous en reparlerez plus tard. Voilà. Bon, en tout cas, le salon. C'est fini. C'est où, ça coûte combien et les horaires. Il faut quand même. Le côté pratico-pratique. Ça se termine demain soir. Alors, le salon ouvre à 9h. Aujourd'hui, il se ferme à 19h et demain, c'est 18h. Voilà, dernière journée. D'accord. Et ça coûte combien ? Alors, si les auditeurs ont réservé leur place, leur ticket en ligne avant l'ouverture du salon, c'était 15 €. Et maintenant, que ce soit en ligne ou sur place, c'est 17 €. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Crevard, responsable communication du salon. On vous souhaite un super Époque Auto et embrasser tous ceux qu'on aime et qu'on connaît là-bas, vous y compris. Merci l'ami Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine. On sera à Dijon, à côté de Dijon. Parce que Jean-Luc, lui, ça se voit pas, mais c'est un journaliste d'époque aussi. Allez. Oui, non, c'est vrai que la semaine prochaine, on se délocalise. On va faire une super émission chez Icarsoft, qui est une société de qui diagnostic. Fabrique des boîtiers, voilà. Et je crois qu'on va même en mettre en jeu samedi prochain pendant l'émission. Oui. Donc soyez en direct avec nous. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end du 11 novembre et encore bon anniversaire à moi. Voilà, salut, à la semaine prochaine. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.